Bonjour, merci d'être là aujourd'hui, en plus pour l'un de ces derniers slots de Brestcamp. Imaginons un petit peu, lundi prochain, vous devez créer une application cloud. Vous êtes un peu confiant dans la partie Java, vous aimez bien cet environnement-là, et vous vous dites avec quel framework je vais travailler. Alors là, on va Spring, Quarkus, Micronaut. Bon, nous, là où on travaille, je vais vous présenter la société, on travaille à Worldline. On a plus un passif Spring et anciennement JE, Jakarta-E, avec du JBoss, du Whitefly, du Tomcat. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur Spring et Quarkus. Dans ce talk, on va vous présenter quelques trucs, astuces, quelques conseils qui vont vous permettre d'améliorer et vous aider à réfléchir sur quel est le framework le plus adapté à votre contexte, qu'il soit fonctionnel ou technique. Avant d'aller plus loin, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Touré. Comme avec Jean-François, on est de Worldline. Worldline, on est peut-être le leader en Europe dans le monde du paiement. Il y a de fortes chances que quand vous payez par carte bleue, soit sur Internet, soit un TPE, que vous passiez au moins une fois chez nous. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille et j'ai évolué dans l'écosystème Java depuis le début. Et j'ai navigué entre la partie J2E, Java-E, Jakarta-E et Spring. J'ai fait pas mal d'allers-retours. Donc ça m'a permis de voir un peu l'évolution de la plateforme. Donc je suis Jean-François James. C'est à peu près le même parcours, software architect chez Worldline. À peu près le même parcours que Alexandre vis-à-vis de Java, avec 10 ans de plus. Alors, déjà, on va apprendre à mieux se connaître. Ce que je vous propose, c'est de scanner ce QR code ou alors aller sur cette URL-là directement. Et on va essayer de voir un peu où vous en êtes sur la partie Java et Spring. Excusez-moi. Je suis allé trop vite. Ça va là ? Excusez-moi. C'est bon pour vous ? J'attends de voir les réponses. Je vais vous publier après, du coup j'attends un petit peu. 18. Je vais les publier. J'attends un peu. 31, 35, 44, 47. On n'a pas fait le compte, mais je pense que... Bon, là on voit... on est quand même pas mal de Spring, pas mal de Quarkus. Non, Quarkus, non, justement. Alors... Là, quand on est là, c'est qu'on est plus Spring. Voilà. Vous estimez qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances sur Spring, peut-être, en majorité. Connaissances sur Quarkus, alors là, forcément, si vous ne l'utilisez pas, oui. Que pensez-vous du Spring Quarkus? Alors déjà, il y a peu de gens qui l'utilisent, mais il y a quand même un intérêt. On a 58, c'est à peu près les résultats. On avait plus d'équilibre à Tourentech. On avait plus d'équilibre à Tourentech, là, c'est bon. L'usage de Quarkus doit régresser, alors. C'est au mois de février. Ok. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que la manière de créer des applications pour le cloud, notamment, ont fortement changé la manière dont on crée nos applications. Le cloud a fait un grand changement là-dedans. Avant, on avait des grandes applications, des monolithes qu'on construisait, qui faisaient un peu tout, donc on était drivé un peu par les features. Maintenant, 90% du temps, on développe des API. Il y a des pages web, il y a des API. L'observabilité, la faute tolérance, sont des sujets qu'on doit adresser dès le début maintenant dans le cloud. Auparavant, moi ça m'est arrivé, je suis assez ancien pour avoir connu, on développait une semaine, dans le meilleur des cas, avant la mise en production, on dit tiens voilà, et après on se demandait comment l'observer, comment gérer les pannes et tout, et c'était la prod qui devait s'en occuper. Là, non. On est obligé de le gérer par le code, directement dans le code. Alors ça n'empêche pas d'avoir d'autres mécanismes tiers, mais il faut le faire dans le code. On ne peut pas s'en passer. De même que la configuration.
Avant, on mettait... Alors, c'était pas une bonne pratique, mais c'était fait. Hein. Les fichiers de conf directement dans les WAR, dans les jars, si vous avez du Java. Bon, là, maintenant, c'est pas conseillé du tout. Pourquoi? Parce qu'on est sur des architectures idempotentes, donc c'est géré directement dans le code, c'est pushé tel quel. Il faut que ça soit le plus configurable possible pour limiter le nombre d'interactions. De même que, auparavant, on popait des instances, on livrait, et puis on avait une application qui pouvait tourner des mois, voire une année, sans bouger. Bon, là, maintenant, on a changé de paradigme. On est sur des VM ou des pods, si on est dans Kubernetes, avec très peu de mémoire, très peu de CPU, si c'est bien fait, et qui peuvent être éphémères, c'est-à-dire qu'on peut les arrêter, les redémarrer, on peut les scaler, et on doit pouvoir aussi fermer proprement les applications. Et à côté de ça, la manière de créer les applications, que ce soit dans le cycle de développement, le cycle de test, ou la manière de créer avec le modèle impératif, ou le mode impératif, le mode réactif, vont clairement changer la donne. Alors réactif, ça fait longtemps qu'on en parle, bon, plus ça va, plus ça commence à prendre. Alors, comme je vous ai dit, on va travailler sur 2 frameworks parce que à Worldline, voilà, on a un gros passif Spring et JE avec du Whitefly. Et nous, Spring, là je pense que je ne vais pas trop présenter vu que tout le monde connaît. En résumé, c'est l'un des frameworks, les premiers frameworks. Moi, c'est en tout cas au début ce qui m'avait interpellé, c'est que ça commençait à parler de développeur experience, sans le nommer, sans que ça soit le buzz. C'est que ça rendait les choses faciles. S'il y a des anciens dans la salle qui ont connu les EJB, CMP, BMP, faire des choses, bon voilà, quand on en est passé à Spring, c'était une bouffée d'oxygène. Spring Boot, eux, quand ça a évolué, c'est juste pour dire voilà, on veut créer des applications Spring de manière simple. Ça fonctionne. On fait Java moins jar, le truc, ça tourne. C'est pas forcément le plus optimisé, mais c'est le plus simple à développer et c'est le plus simple en plus à mettre en prod. Au fil des ans, ça a évolué pour répondre aux contraintes du cloud. C'est-à-dire que, voilà, on peut dire que Spring Boot est né avant le cloud, avant le gros buzz du cloud, avant Kubernetes, mais ça a quand même su évoluer grâce à son écosystème. Donc Quarkus est beaucoup plus jeune. Il a été releasé il y a un peu plus de 3 ans, donc par Red Hat. Il réutilise pas mal de choses qui existaient déjà dans Wildfly, JBoss, Swarm. Il est basé sur la spécification microprofile et en partie Jakarta AI. Et avec on va dire un fort argument marketing, supersonic, subatomic Java. Vous avez dû voir des t-shirts, entre autres là-dessus. Donc l'idée, c'est d'avoir un démarrage et une chauffe rapide et une empreinte mémoire réduite qui sont, on va dire historiquement, les 2 points faibles de Java. On sait que pour lancer une JVM, ça prend du temps, elle cherche ses classes, etc. Elle devient vraiment efficace au bout d'un certain temps. Pour peu qu'on ait un serveur d'application par là-dessus, fût-il léger, on n'améliore pas les choses à ce niveau-là. Et donc le parti pris, c'est build time first, c'est-à-dire anticiper tout ce qui peut l'être en phase de build. Donc tout ce qui est initialisation des classes, tout ce qui est instrumentation des entités JPA, des bins CDI, etc. Tout ça, on essaye de le faire le plus en amont possible pour que le démarrage de l'application soit le plus rapide possible. Un point important en particulier pour les gens qui viennent du monde Java EE classique, c'est la facilité de développement, où là, on retrouve beaucoup de choses qui étaient dans Spring depuis pas mal de temps. Donc vraiment une expérience de développement agréable, avec du haut reload, une facilité de testing, etc. Et dès le départ, Quarkus a pris le parti de proposer 2 modes d'exécution de runtime, le mode JVM classique et le mode natif qui consiste à générer du binaire directement exécutable. Donc à travers cette présentation, on ne va pas réengager une bataille Spring versus XX, combat de kendo ou autre, peu importe. L'idée, c'est de voir le plus objectivement possible ce qui rassemble ces 2 frameworks, ce qui les différencie, et dans quel cas vous avez plutôt intérêt à choisir l'un ou l'autre dans votre contexte. Donc il y a un autre framework qui est tout à fait comparable, qu'on n'aborde pas, c'est Micronaut. Effectivement, chez Worldline, on a
Alors j'aurais dit un patrimoine plus qu'un passif Java, mais peu importe, admettons. Désolé. Et donc naturellement, Red Hat est un de nos fournisseurs et on en est venu à s'intéresser à Quarkus dès sa sortie. Alors pour le coup, on va challenger ces deux frameworks en plusieurs rounds. On va d'abord regarder un peu le modèle de programmation. On va voir un peu comment ça fonctionne. La persistance en base de données, parce qu'on a beau faire du cloud à la fin, au bout du compte, on a toujours une base de données pour mettre des données. Hein. C'est 90% du temps, c'est comme ça. On va parler de monitoring observabilité. Ce sont des sujets très importants pour déployer une application dans Kubernetes. La tolérance aux pannes, de même. On va parler de programmation on va un tout petit peu parler de programmation réactive. Et enfin, on va parler de tests et de cloud. Alors, notre cas d'utilisation. On a développé une application avec le même contrat de service, avec les mêmes API, avec les mêmes fonctionnalités, en Spring et en Quarkus. Et on a voulu développer, oui, ça c'est bien, super, on a voulu développer une application qui soit à peu près représentative de ce que pourrait être une application microservice. Donc on a une application Bookstore qui permet de stocker des livres, hein, comme elle le dit, pour une bibliothèque. Et du coup, on a une API qui va nous permettre de créer des livres, d'avoir un livre en random. On a un mode maintenance aussi. Et on a deux services. Alors, le service principal, et on a un service qui fournit les numéros ISBN, les identifiants des livres. À côté de ça, on a une base de données Postgre, une base Prometheus, et on fait du distributed tracing dans les logs, pour avoir des logs distribués. Il y a deux implémentations. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer ce que ça fait. N'hésitez pas à regarder n'hésitez pas à les regarder, à cloner, à tester si vous voulez voir. Il y a deux implémentations pour Spring. Donc une implémentation avec un mode impératif, une implémentation en mode réactif. Alors j'ai voulu les séparer parce que c'est deux API différents, deux runtime différents. En gros, c'est beaucoup plus simple de le faire avec deux repos différents. Et une implémentation avec Quarkus. Voilà. Donc, qui est impérative, j'ai pas eu le temps de finir le réactif. Alors, comment ça se passe Alors là, vous avez un Docker Compose qui va vous permettre de charger toute l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le monitoring, la base de données et le distributed tracing. Donc là, je les ai démarrés avant pour essayer d'éviter l'effet démo. Et après, on a une API avec... d'un côté, on va avoir l'API Bookstore standard qui est démarré ici en Spring Boot, ça serait pareil en Quarkus, et idem pour l'API service. Donc, vous voyez assez bien, ça va au fond, pas okay. Un exemple. Bon, là, ça va. Ouais. C'est juste des curls qui sont dans les scripts SH. Hein. Donc, il n'y a pas de magie. Hein. Donc, c'est un curl qui nous redonne par là. On est capable d'avoir de l'Open API aussi. Bon, après, il faut aimer le lire en mode console. Mais et on a un mode maintenance où on est capable, via la NSProbe et NSProbe, notamment, de mettre une application en mode maintenance de manière programmatique. Alors, c'est pas forcément dans le mode Kubernetes, ça ne va pas servir à grand-chose. On a voulu le montrer que c'était possible en Java. Alors, le modèle de programmation. Déjà, on va travailler sur le modèle de programmation. Je ne vais pas trop m'étaler sur la partie Spring parce que on a vu que c'est quand même très teinté Spring dans la salle. En résumé, s'il y en a qui ne connaissent pas, Spring, on est une application Spring, une API, on va commencer par le contrôleur. On va avoir des annotations qui vont nous permettre déjà de piloter quelle est l'API qu'on expose, le chemin, les paramètres, etc. On va avoir aussi d'autres API qui vont nous permettre, via SpringFox ou SpringDoc aussi, d'avoir de l'OpenAPI, d'exposer de l'OpenAPI. Alors, moi je vous conseille quand même de faire l'effet inverse, hein, d'être dans une démarche API first. Ça. Voilà. Parce que là, on arrive quand même à une ligne de code et des fois 5-6 lignes à taper en annotation. Il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Mais là, c'est comme ça pour la démonstration. L'injection, elle est faite. Moi, je la fais essentiellement par contrôleur parce que c'est quand même ce qui est conseillé. Et enfin, je terminerai avec ça. L'injection de valeur, elle peut se faire naturellement aussi avec Spring. On a de la configuration qui est automatiquement pilotée, soit par des fichiers, des variables d'environnement, variables de VM.
Je vais aller sur la partie Quarkus. Donc sur la partie Quarkus, toute la partie REST endpoint s'appuie sur l'API JAX-RS, donc des annotations, get, pass, etc. C'est assez proche de Spring MVC. On retrouve les annotations OpenAPI, donc en l'occurrence là c'est MicroProfile OpenAPI, mais qui permettent donc de documenter opérations, code retour, etc. L'injection de dépendance, ça s'appuie sur la spécification Jakarta CDI, Context Dependency Injection, donc qui va nous permettre tout type d'injection de dépendance, que ce soit des paramètres de configuration, des beans, toutes les ressources qui sont à disposition. Donc, et je parlerai plus particulièrement tout à l'heure de la manière d'accéder les données. D'accord. Mais globalement, on va dire, ça se ressemble beaucoup. On va revenir sur la présentation. Donc en résumé, il y a quelques nuances. On va retrouver des nuances entre Spring et Quarkus. Spring, forcément, est très. Bon, il y a pas mal de choses qui sont déjà intégrées. De fait de son écosystème pour l'API. Moi, c'est les choses qui m'ont interrogé avec Spring, c'est qu'il n'y a pas déjà un framework exprès pour générer d'OpenAPI. C'est comme ça. Maintenant, il y a 2 frameworks qui existent, qui sont plutôt bien, qui fonctionnent très très bien. Moi, j'ai utilisé les 2, SpringFox, SpringDoc. Ça fait de l'OpenAPI 3. Il n'y a rien à redire. Il n'y a vraiment pas de problème. Pareil, si vous voulez faire de l'API first, il y a d'autres frameworks de plugins qui existent. Bon, et ça fait très bien le travail. L'injection de dépendance, là, Spring, clairement, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont quasiment le même. Là-dessus, c'est très mature. La configuration, de notre côté, c'est intégré dans Spring Boot. Et là, c'est vraiment très. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment très bien fait. De l'autre côté, Quarkus, là, on est vraiment sur la spécification, sur du standard. C'est vraiment la différence qu'on va avoir. On va avoir REST Easy en mode impératif et réactif. Et après, on va avoir MicroProfile OpenAPI, CDI pour l'injection de dépendance, et MicroProfile Config. Alors, un aspect important de Quarkus, c'est que d'emblée, il a appréhendé ce qu'on appelle le mode d'exécution natif. Alors, qu'en est-il? Tu peux... Excuse-moi. Donc, ça s'appuie donc en fait sur GraalVM, qui est un projet expérimental Oracle à l'origine de JVM polyglotte. En réalité, Quarkus utilise une partie de GraalVM, qui est un projet qui a plein de ramifications. Il utilise la partie qui va permettre de générer un binaire exécutable avec un principe de compilation ahead of time. Donc ensuite, l'exécution va se faire en interne à travers une JVM triviale embeddée qui s'appelle Substrate VM. Donc ça va nous permettre un démarrage ultra rapide et une faible empreinte mémoire. Donc on vous partagera quelques résultats après. Un warning, le temps de build, il est long et gourmand. Ça prend plusieurs minutes. Donc dans le cycle de développement, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout le temps. On développe en mode Java, JVM. Et une fois qu'on est prêt à aller un petit peu plus loin, on génère un exécutable binaire. Alors, il faut savoir en tête que ça réduit quand même la scalabilité horizontale. Elle est réduite par rapport à, j'ai envie de dire, une vraie JVM. Hotspot et OpenG9, par exemple. Donc, dans la version communautaire de GraalVM, on n'a pas toute la subtilité et toute la puissance des algorithmes de garbage collecting classiques. On perd aussi l'aspect dynamique de Java, donc tout ce qui est chargement de classe, instrumentation, etc. à la volée, puisque tout est figé dans le binaire au moment de la compilation. Donc Spring supporte depuis peu, alors c'est en mode bêta encore, avec Spring Native, la création de binaire. Eux, ce qu'ils ont annoncé, c'est que d'ici la fin de l'année, d'avoir avec Spring Boot 3 et Spring Framework 6. Mais là, pour l'instant, on voit que Spring, justement, rattrape son retard sur la partie native. Jean-François? Alors, Quarkus supporte nativement le mode natif. Red Hat propose d'ailleurs sa propre distribution de GraalVM. Je vous ai dit que, en réalité, ça s'appuie sur un sous-ensemble de GraalVM. Donc, Red Hat a sa propre distribution downstream qui est optimisée pour l'usage de Quarkus.
mais qui cible uniquement les environnements Linux. Avec le GraalVM complet, vous pourrez générer du binaire Windows, Mac, Linux. Là, on est dans l'environnement Linux, qui est l'environnement de production principal. Donc, comme on l'a dit, ça cible les instances éphémères qu'on va vouloir démarrer et éteindre rapidement. La JVM classique reste pertinente pour les instances de longue durée et une approche hybride est possible. Ça, c'est suite à une discussion avec Clément Escoffier de Red Hat, où il nous expliquait qu'on peut avoir des instances JVM pour le flux standard, donc des instances de longue durée qui vont tout le temps être là. Et quand on a besoin d'absorber des pics de trafic, on va pouvoir compléter par des instances éphémères qui, elles, pourront être des instances binaires. Un autre cas d'application intéressant du mode natif, c'est tout ce qui est FAS, Function as a Service, serverless, puisque là, on peut démarrer très rapidement et exécuter très rapidement. Donc, il y a deux bénéfices. Il y a le startup time, donc le temps de démarrage de l'exécutable, qui est beaucoup plus rapide, et le warm-up, le temps d'exécution des premières transactions, qui est immédiatement bon avec GraalVM. On n'a pas besoin que le JIT commence à inspecter tout le code pour savoir où optimiser. Alors, quid de la persistance des données? Alors, Spring offre Spring Data. Donc, vu qu'il y a une majorité de personnes qui utilisent Spring, vous devez connaître Spring Data. Ce qui est pas mal avec moi, ce que j'ai apprécié quand j'ai commencé à travailler dessus, c'est que ça a vraiment une surcouche à JPA, ça offre des fonctionnalités supplémentaires. On est capable, avec la même API quasiment, de taper une myriade de bases de données, que ce soit du NoSQL, du SQL. On utilise le Pattern Repository en standard, ça c'est vraiment très intéressant, surtout que, pour les vieux développeurs, au moins ça nous permet de garder nos marques. Et on va avoir aussi des fonctionnalités à chaque fois on réinventait la roue quand on faisait du JPA, notamment le tri, notamment la pagination, tout ça. Alors Quarkus propose une approche originale au regard de la persistance. Originale et classique parce qu'il propose de faire du JPA, pour la partie SGBD relationnelle, mais avec Panache. Donc il supporte le pattern repository qu'on retrouve dans Spring Data, mais il met en avant un autre pattern, le Active Record, qui vient plutôt lui du monde Ruby, et qui permet très facilement, automatiquement, de bénéficier de fonctionnalités de pagination, filtrage, audit, etc. On n'a plus besoin de se bagarrer avec l'Entity Manager, tout ça c'est complètement abstrait. Panache supporte aussi MongoDB et il existe des extensions différentes de Panache pour les autres bases de données. Alors comment ça se passe dans Spring Data? Oui, vous voyez, c'est bien. Alors, Spring Data, ce qui est pas mal, c'est que vous avez une interface. Alors si vous voulez faire du CRUD repository, grâce à l'interface, vous pouvez soit créer vos propres requêtes JPA directement dans la notation. Et puis Spring Data, par magie, va vous générer toute la couche d'accès aux données. Alors après, ça peut être un plus ou un moins, après à vous de voir s'il faut avoir un IDE un peu avancé. Clairement, si vous voulez avoir une bonne expérience de développement avec Spring Data, si vous n'avez pas IntelliJ, j'ai pas essayé avec VS Code, mais voilà, avec IntelliJ, ça travaille super bien. Parce que grâce à la syntaxe de création des méthodes, si vous faites count by ID, enfin read by ID, and order by, etc., juste avec le nom de la méthode qui va faire 2 km de long, ça va vous faire tout le reste. Toute la couche d'accès aux données. Pour ça, il faut vraiment avoir un IDE qui vous aide à travailler. Alors, parce que la documentation m'a lié, mais bon, je ne l'ai pas trouvé super explicite là-dessus. Comme on utilise après ces repositories, simplement, vous avez une couche service, la couche repository, la couche service, et là vous y accédez, vous l'injectez grâce au mécanisme de Spring, puis vous les utilisez. J'ai oublié de dire, bien évidemment, il y a des fonctionnalités qui sont déjà fournies par défaut, comme sauver, comme retrouver par ID, find by ID. Et on peut utiliser aussi le Bin Validation Framework pour valider tout ça. Alors, côté Quarkus, vous avez un exemple d'entité JPA en haut, donc, qui étend une classe de base Panache Entity. Et comme vous pouvez le voir dans le bin de service en bas, on bénéficie sous forme de méthode statique automatiquement de toutes sortes de méthodes, type listAll, count, persist, et toute facilité pour faire du querying, de la pagination, etc.
une caractéristique qui peut choquer sur l'entité, les attributs sont publics. Alors, ce qui va à l'encontre du principe d'encapsulation, on va dire cher à l'orienté objet. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le constat, c'est que la plupart du temps, dans les entités, les getters, les setters n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, autant, quand on code, les définir publics et y accéder facilement dans le code. Ce que fait Quarkus derrière, au build time, il fait du field access rewrite. C'est-à-dire qu'il va générer dans le bytecode les getters, les setters, il va remplacer tous les appels directs d'attributs par le getter ou le setter qui va bien. Donc le principe d'encapsulation dans le bytecode est respecté. Bien évidemment, on peut tout à fait garder la méthode classique de définir ces attributs en private ou protected et d'avoir ces getters, setters, si on est plus à l'aise ou si on a effectivement des accesseurs qui ont une valeur ajoutée métier, ce qui est quand même assez rarement le cas. Le monitoring, donc, c'est un enjeu important dans le cloud. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas l'infrastructure sous-jacente. Donc on sait qu'on va exécuter des services distribués, des instances qui sont déployées quelque part. Et pour ça, on peut plus se contenter des méthodes de monitoring dites traditionnelles qui, en gros, se basaient quand même sur le fait qu'on connaissait l'infra et qu'on pouvait aller fouiller dans des logs, etc., sur des machines bien précises, etc., etc. Donc on a un besoin avancé de télémétrie. En fait, on a besoin que nos applications offrent de l'observabilité, soient observables, de manière à pouvoir faire du monitoring distribué, intelligent dessus. Donc les télémétries, il en existe plusieurs types. Il y a les métriques, donc il y a des métriques de type jauge, il y a des métriques de type counter, timer, etc., qui vont permettre de voir des évolutions dans le temps de certaines mesures critiques pour notre application. Il y a les health checks qui permettent de connaître l'état de bonne santé, qui vont par exemple être utilisés par Kubernetes en tant que probe pour savoir s'il faut arrêter, relancer ou stopper le trafic sur le pod. Il y a le distributed tracing qui permet de reconstituer la vision globale d'une transaction métier qui va partager plusieurs services. Et il y a également les logs de manière assez classique. Alors, avec Spring, vous allez avoir Spring Actuator. C'est vraiment c'est l'une des briques. Si vous présentez ça aux intégrateurs, à votre production, ils vont adorer. Avec un starter, vous avez plein de métriques. Vous avez piste d'audit, vous avez du health, vous avez des métriques standards. Si vous avez par exemple une base de données ou un moteur d'index, Elasticsearch qui est dans le ClassPass, il va vous directement faire les sondes aussi. Il va vous fournir ces sondes-là. Vous pouvez les activer soit par JMX, soit par REST. Généralement, quand vous êtes dans Kubernetes, vous le mettez par REST, parce que déjà, rien que le démon Kubernetes a besoin de ces endpoints-là. Et c'est même plus simple à intégrer après. Si vous voulez avoir des métriques un peu plus fines, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans le contrôleur, mais il y a une annotation at time qui permet d'avoir des métriques. Quel est le temps moyen, par exemple, d'accès à mon endpoint ? Mais là, il va falloir ajouter une dépendance. Ce n'est pas intégré dans Spring, ce n'est pas intégré dans Spring Boot. Mais ça se fait avec une dépendance rajoutée dans le ClassPass. C'est juste une ligne dans Gradle et un peu plus dans Maven, mais ça se fait tout seul. De même que pour OpenTelemetry. Alors OpenTelemetry, c'est devenu le standard de facto pour tout ce qui est observabilité, monitoring des applications. Vous faire de l'open tracing, idem. Ce n'est pas intégré dans Spring, mais l'écosystème est tel que vous ajoutez la dépendance, une ligne de propriété, et puis c'est plié. On retrouve des fonctionnalités très similaires avec Quarkus en termes d'observabilité. Donc historiquement, Quarkus s'appuie sur MicroProfile qui offre 3 spécifications en la matière. Health, Metrics, Open Tracing. Donc le Metrics date un peu. Il s'appuyait sur DropWizard qui à l'époque avait vraiment beaucoup d'avance sur le sujet. Et aujourd'hui, Micrometer tend à s'imposer comme étant le standard sur cet aspect-là. Et l'usage de Open Tracing directement est de plus en plus remplacé par OpenTelemetry, donc qui permet d'avoir une vision, on va dire, complète à travers des agents de tous les flux de télémétrie. Donc Quarkus supporte Micrometer OpenTelemetry et il faut savoir que MicroProfile Metrics va converger vers Micrometer.
et MicroProfile Open Tracing va converger vers Open Telemetry. Donc on peut dire qu'au global, à ces nuances près, c'est exactement les mêmes fonctionnalités et qu'il y a un alignement du marché sur Micrometer Open Telemetry. Maintenant, on va aborder la tolérance open. Alors, la tolérance open, comme je vous ai dit, c'est à prendre en considération dès le début de vos développements, dès la conception. Pourquoi ? Parce que si vous connaissez les Network Programming Fallacies, vous allez voir les pannes et les latences sont inévitables. Parce qu'on va faire du réseau, on va faire des archives distribuées, on va faire du microservice, forcément il y aura des pannes, forcément il y aura de la latence. Donc vous allez devoir gérer des timeouts. Il va falloir les gérer directement dans votre code. Il va falloir gérer comme les retries, si ça a un sens aussi, dans votre contexte, dans votre application. Et comment on fait pour le fallback ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a fait des retries. Qu'est-ce qu'on fait après du message qui est planté ? Ça peut être juste une log, ça peut être aussi un fichier, ça peut être plein de choses. Dans l'application, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un circuit breaker, donc en Spring et Quarkus, et on a dit, voilà, on a un timeout, et si le timeout est passé, on va créer dans un fichier, on va mettre le payload dans un fichier pour un traitement batch ultérieur, qu'on n'a pas développé. Enfin, tout ça, c'est juste pour éviter l'effet boule de neige. Parce qu'à un moment donné, ça va aller mal et ça fait qu'empirer. Alors, comment on fait ça ? Alors, avec Spring Boot, notamment sur le circuit breaker, avant c'était basé sur Histrix, le framework c'était Netflix de mémoire. Bon, ils ont changé parce que Netflix, historiquement, c'est un peu désengagé de Histrix. Et du coup, Spring s'est basé sur Resilience 4J. La différence qu'on va avoir avec Quarkus, c'est que tout va se faire de manière programmatique avec Spring. On est plus vraiment dans le côté programmation. Là, il ne faut pas avoir peur de la lambda, mais dans une classe factory de configuration, ce qu'on va faire, on va juste référencer un circuit breaker. Qu'on va dire, on fait un circuit breaker ici, avec juste une seule contrainte, c'est un timeout. Qui est paramétrable, mais c'est un timeout. On fait juste ça. Alors, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées. Et on le référence grâce à un ID, slow numbers, que j'ai mis en dur. Et après, quand je veux enregistrer un livre, créer un livre, la méthode createBook que j'ai utilisée dans la console, je n'ai plus qu'à référencer mon circuit breaker et lui dire, quand tout se passe bien, applique-moi la méthode de création, et quand ça ne se passe pas bien, donc quand j'ai une exception ici, déclenche-moi la méthode de fallback. Dans notre cas, c'est juste création d'un fichier. Donc je ne veux pas polémiquer, mais je trouve que c'est plus sympa avec Quarkus pour le coup, parce que tout passe par des annotations. Donc on a 5 annotations, donc comme vous voyez, timeout, retry, fallback, etc. Là en dessous, vous avez une illustration de l'usage de fallback. Donc j'ai ma méthode registerBook qui me permet donc d'enregistrer un nouveau livre. Si jamais ça se passe mal, je définis une méthode de fallback. En l'occurrence, ce qu'on fait là dans notre application, c'est que quand on n'arrive pas à avoir de numéro ISBN, on stocke sous forme de format JSON la requête sur le file system. On peut préciser les exceptions, filtrer les exceptions pour lesquelles on veut déclencher la méthode fallback, bien évidemment. On peut définir des paramètres de retry, combien de fois je veux essayer ma méthode principale avant d'enclencher le fallback. Et on peut effectivement isoler l'exécution de tout ça via Asynchronous et Bulkhead si on veut éviter le fameux effet boule de neige qui va nous bloquer des threads quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Alors, la programmation réactive. Donc, tout d'abord, les enjeux de la programmation réactive, c'est quoi ? Le modèle de concurrence historique Java, il est basé sur des threads, et ces threads sont directement associés à des threads de l'operating system. Donc ça marche bien à un certain niveau de scalabilité. En l'occurrence, pour ce qu'on appelait les applications d'entreprise, c'était bien. Et au-dessus de ce fonctionnement, on a la programmation impérative. Donc la programmation impérative simple, qui consiste à associer un thread par requête qu'on bloque en I/O. Typiquement, quand on fait une requête SGBD, on attend la réponse, le thread il est bloqué. Le problème de ce modèle traditionnel, c'est que le thread OS, c'est techniquement lourd et c'est limité en quantité. Vous n'allez pas pouvoir en générer des dizaines de milliers au sein de la même JVM. Donc la question,
courante dans le cloud, mais oui, c'est comment je fais pour gérer des milliers de requêtes concurrentes, parce que c'est un vrai besoin avéré. Et c'est là où la programmation réactive apporte une réponse, avec un principe de base qui est peu de threads, et une règle très importante, on ne bloque jamais ces threads. Donc, de ce point de vue-là, on a tout un ensemble de librairies qui vont permettre, moyennant certaines précautions pour le développeur, de limiter énormément l'usage des threads OS, au prix quand même d'une programmation plus complexe. On bascule du monde procédural, qui est très simple, au monde événementiel, qui est quand même plus compliqué à appréhender, j'ai envie de dire certainement plus difficile à maintenir. C'est-à-dire que je pense que bien en forme, on va réussir à faire une super expression qui va effectivement, en mode réactif, exprimer une logique métier un peu compliquée. Quand on revient dessus 6 mois après, à mon avis, il y a un temps de chauffe là du cerveau pour se remettre dans le contexte. Alors, excusez-moi, voilà. Alors la programmation réactive. Avec Spring Boot, on va avoir le projet Reactor. Le projet Reactor va vous fournir tous les outils pour rendre une application réactive une application. Déjà, il va fournir le runtime, basé sur Netty, et l'API Spring Webflux. Alors là, c'est tout en fonctionnel. Pour le coup, c'est là où, si vous n'êtes pas habitué à la programmation fonctionnelle, là, je pense qu'il est temps. Si vous voulez vous mettre, je pense qu'il est temps et que vous allez être obligé d'y passer si vous voulez faire du réactif. Un truc à savoir, c'est que l'API impérative et réactive n'est pas totalement unifiée. Un exemple, pour accéder à la base de données, là, Spring, ce qu'il propose, c'est R2DBC. Alors, quand j'ai une base de données, c'est une base de données relationnelle, qui n'a pas forcément un driver réactif. Là, vous allez le faire avec une implémentation spéciale. Donc, c'est toujours avec du Spring Data, mais vous n'êtes pas sur du JPA. Vous allez être vraiment sur une implémentation spécifique. Jean-François. Alors, Quarkus, il est nativement réactif, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur Vertex. C'est son moteur interne d'exécution. Au-dessus de ce moteur interne, on peut faire de la programmation impérative et on peut aussi faire de la programmation réactive, qui est exposée à travers une API qui s'appelle Mutiny, qui vise à simplifier, je dirais, la programmation réactive. Et Quarkus affiche une ambition qui est d'unifier les deux modes impératif et réactif. Et effectivement, par exemple, vous avez une version Rest Easy réactive, vous avez une version Panache réactive, vous avez des drivers JDBC réactives. Ça veut dire que vous pouvez faire une application complète qui expose des endpoints REST, par exemple, qui va attaquer la base de données via JPA Hibernate en mode purement réactif. Alors, comme je l'ai déjà dit, tiens, tu peux revenir en arrière. Excuse-moi. Ne pas négliger l'effort de passage au réactif, parce que j'ai envie de dire, certes, les API sont techniquement unifiées, mais le mindset pour passer de l'un à l'autre, c'est pas la même chose. Surtout à grande échelle, avec une grande population de développeurs, sur des projets où il y a de la logique métier trapue, passer en réactif, il faut quand même bien réfléchir avant d'y aller, surtout que vous n'allez pas être gagnant à tous les coups. C'est-à-dire que typiquement, ça va être intéressant si votre traitement est principalement limité en I/O, puisque ça va éviter de bloquer plein de threads inutiles. Par contre, si votre traitement il est principalement limité en CPU, passer au réactif n'aura pas forcément un intérêt technique déterminant. Alors, vous avez probablement entendu parler du projet Loom. Alors, le projet Loom, il a une promesse que je trouve bien. On garde la simplicité du modèle de programmation impératif et la concurrence efficace, basée cette fois sur des threads légers, des virtual threads qui sont directement gérés par la JVM, donc beaucoup moins gourmands en ressources, et on peut potentiellement en avoir des millions. Aucun problème. Vous pouvez aller voir sur YouTube, José Pomar explique ça très bien. Alors, il y a quand même des subtilités. C'est-à-dire que les threads OS, ils sont toujours là, cachés, derrière les threads virtuels, et ce sont les carrier threads. C'est-à-dire qu'un thread virtuel, il est accroché techniquement à un carrier thread, et le carrier thread, lui, il ne faut pas le bloquer. Donc, il faut faire quand même attention à pas tomber dans le piège classique de bloquer du thread OS. Donc, Loom est annoncé en preview, me semble-t-il, avec le Java 19, donc en septembre. Il est déjà disponible, il y a des distributions OpenJDK qui permettent de faire joujou avec depuis un petit moment.
L'écosystème Java devra s'adapter dans sa globalité pour vraiment en bénéficier. Alors Quarkus est compatible Loom, c'est-à-dire qu'il offre déjà une annotation Run on Virtual Thread qu'on va pouvoir poser sur une méthode qu'on veut exécuter sur un thread virtuel, à condition d'avoir la JVM qui va bien, bien évidemment. Et il offre des méthodes non bloquantes pour le carrier thread. Je vous ai expliqué que le carrier thread, il ne faut surtout pas le bloquer. Il est derrière les virtual threads. Donc Quarkus expose des méthodes qui vont bloquer le virtual thread. Ça, c'est absolument pas gênant. On peut bloquer les virtual threads, mais il ne faut pas qu'il y ait un effet indirect de blocage du carrier thread derrière. Donc tout ça, ça va arriver. Moi, je trouve ça très intéressant, l'idée quand même de garder la simplicité de la programmation impérative et l'efficacité du modèle de concurrence réactif. Donc dans les années à venir, je pense assez rapidement, dans les 1-2 ans, je ne sais pas, j'imagine que Loom va commencer à arriver. Donc il sera probablement embarqué dans la prochaine LTS qui doit être la 21 en septembre 2021. Je pense que ça va être très très intéressant. 2022 2022 non, attends, la 21 en 2023, je crois. Ah d'accord, ok. Il me semble. Donc, ouais, la prochaine LTS. Donc là, ça sera vraiment intéressant. Donc moi, perso, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de faire l'effort de passage au réactif maintenant, ou est-ce qu'on attend pas un petit peu de voir ce que va vraiment nous permettre Loom? Donc maintenant, on va être un peu plus terre à terre, on va parler des tests. Eh oui. Alors avec Spring, déjà avec Spring Boot, il y a Spring Testing. Et donc je suis sûr que vu que vous faites tous, ou une majorité fait du Spring, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire de tests maintenant. Parce que c'est quand même très simple à faire avec Spring, qu'on le veuille ou non. Et en plus, ça offre déjà des outils très simples, genre avec des standards, même comme Mockito, pour faire soit des tests unitaires, soit des tests d'intégration. Ajouter une base embarquée, c'est quand même très très simple avec du H2. Ça permet, vous pouvez même exécuter des scripts, des fichiers SQL avant les tests. Ça se fait très simplement, juste la notation. Et vous pouvez moquer quasiment tout ce que vous voulez, même un appel d'endpoint REST externe. Enfin voilà, il y a pas quasiment, vous pouvez moquer à peu près tout, parce que tout est piloté par l'injection de dépendance dans Spring. Après, si vous avez vraiment envie, vous pouvez aussi utiliser Test Container, notamment dans votre CI. Alors, si vous avez GitLab CI avec les services, c'est quand même un peu plus simple, hein, mais bon, sinon vous pouvez utiliser Test Container. Alors, avec Quarkus, les tests, c'est le bonheur, hein, surtout quand on vient du monde Java E. On est à des années-lumière de ce qu'on pouvait faire avec Arquillian, qui était déjà bien, mais un peu galère à utiliser. On retrouve toutes les facilités de Spring, avec une particularité, c'est l'intégration avancée des test containers, notamment à travers les dev services. Donc les dev services, ça va vous permettre de lancer automatiquement un Postgre, un Kafka, ce dont votre applicatif a besoin, sans même le configurer en mode développement. Donc on va dire que de ce point de vue-là, c'est très pratique. Sinon, on retrouve enfin, je dirais, la facilité de test qu'on a dans Spring, quoi. Alors maintenant pour le cloud, parce qu'on parle d'applications cloud native. Bon, avec Spring, vous allez pouvoir créer des images Docker très facilement, soit c'est avec vos propres Dockerfiles. Par exemple, si vous avez des images hardenées, des images de base hardenées, ou si vous voulez customiser, vous pouvez utiliser Jim et vous pouvez utiliser le Cloud Native Buildpack. Bon, voilà, une ligne de commande, c'est plié. Côté Quarkus, c'est pareil. Il y en a pour tous les goûts pour faire donc des images. Il y a du Docker classique, du Jeep, du S2I quand on veut faire dans du OpenShift. Il y a du Buildpack. Alors si vous développez sur Mac avec les architectures M1, il y a quelques galères quand même. Les images Docker sont pas les mêmes, donc il faut travailler sur des images, je dirais multi-architecture. Mais ça c'est un problème général, j'en parle parce que j'ai eu les soucis moi-même. Mais disons qu'il y a toutes les facilités pour faire très facilement des images Docker. Sinon passer sous Linux. Et notre application dans tout ça, c'était gratuit. Donc pour notre application, le Restbook, en Spring, sans surprise, la version impérative, Spring, alors même si on fait des requêtes JDBC au début pour charger des datas, il y a quand même un temps de chauffe avec Spring. On a 10 secondes, on a un RSS de 600 mégas, ça prend de la place, Spring prend de la place, on le sait. En même temps, il y a beaucoup de services qui prend, donc moi ça ne me choque pas des masses. Avec la version réactive, vous divisez par 2.
le temps de démarrage. Alors les benches, je les ai fait juste sur mon poste, hein, qu'on soit bien d'accord, j'ai pas pris un serveur, voilà, c'est juste, c'est presque empirique. Et on a divisé par 2, à la fois sur le temps de démarrage et à la fois sur l'empreinte mémoire. Et on arrive à une taille des images Docker d'environ 300 mégas. Alors côté Quarkus, en mode JVM, on est à 2 secondes de temps de démarrage. Donc ça correspond à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont préparées en phase de build pour permettre un démarrage rapide. En mode natif, là c'est carrément spectaculaire, 0,3 secondes, d'autant que notre appli, elle commence par insérer pas mal de choses en database avant de se lancer. Donc là, derrière ces temps de traitement-là, il y a de l'accès database, il y a de l'insertion, il y a des choses un petit peu significatives. Le RSS, le Resident Set Size, donc il est assez gros après le boot d'une application, parce que la JVM, elle a alloué pas mal de mémoire pour charger ses classes, etc. Donc là, c'est le temps immédiatement après le boot. En général, ça baisse un petit peu en régime normal. On voit qu'en mode natif, on a un RSS qui est 2 fois plus faible. Et la taille des images Docker, alors qu'on soit en mode JVM ou en mode natif, selon les options, selon les niveaux d'optimisation que vous voulez faire, vous allez être quelque part entre 200 et 400 mégas, quoi. Alors du coup, il nous reste 8 minutes. Alors avec Kubernetes, l'observabilité, comme je vous l'ai dit, elle est faite par Actuator. Donc vos probes, c'est Liveness Probe, Readiness Probe, Startup Probe, c'est avec du Actuator. Avec Spring Cloud, vous pouvez interagir avec Kubernetes, avec les API aussi, c'est possible. Bon, je n'ai pas encore vu l'utilité dans mon cas, en tout cas dans mon besoin, mais c'est possible. Attention au temps de démarrage. Comme je vous ai dit, ça prend un peu de temps de chauffe, mais ça peut convenir. Moi, j'ai mis du Spring Boot sur une application de paiement avec plus de 600 transactions par seconde, mais ça convenait aux exigences techniques. Il a fallu un peu tuner la partie Kubernetes, mais ça passe. Alors, Quarkus s'annonce comme une stack Java native pour Kubernetes. Donc, tout est dit dans le titre. Il y a tout ce qu'il faut pour faciliter l'intégration dans Kubernetes. Donc, générer des manifestes prêts à l'emploi, pouvoir les étendre, les reconfigurer, etc. Alors, avec les clouds publics, clairement, Spring Cloud offre un panel de starters pour interagir avec les clouds publics. De mon côté, je l'ai testé, j'avais fait une migration, on avait une application sur OpenShift, on l'a basculé sur Spring Cloud, pas Spring Cloud, sur GCP, pardon. Bon, ça se passait très très bien, les composants Google étaient déjà référencés pour la sécurité, la doc et les exemples font que l'interaction est très simple. Après, sur la Spring Cloud Function, pour faire du Function as a Service, serverless, on va attendre la version native, je pense, au rien que pour le démarrage. Côté Quarkus, donc il y a beaucoup de fonctionnalités pour interagir avec les services AWS, GCP, Azure Function. Il y a également la possibilité de faire du serverless, donc typiquement utiliser CDI dans des lambdas AWS, des choses comme ça. Une particularité quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2 versions de Quarkus en fait. Il y a la version communautaire, qui est gratuite, qui évolue tous les mois, donc qui évolue assez vite encore. Et puis il y a la version supportée officiellement par Red Hat, le Red Hat Build of Quarkus. Il faut savoir que l'engagement de support de Red Hat ne vaut que si vous tournez sur une stack Red Hat, donc sur du OpenShift typiquement, ou sur du RHEL. Donc en termes de support commercial, clairement, il n'y en a pas quand on est directement sur du cloud public. Je vous dis ça parce qu'on a le problème en ce moment, évidemment. Le premier cas d'usage de Quarkus qu'on a, c'est des gens qui veulent aller sur Google. Donc on est en train de discuter avec Red Hat et leur position, elle est claire, c'est que c'est supporté sur une stack Red Hat. Alors là, en résumé, avec toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un framework pour créer des applications dans le cloud, on a fait l'exercice de noter les deux solutions, avec quelques différenciations. Sur la persistance, on voit que Spring Boot avec Spring Data est quand même beaucoup plus mature là-dessus. De même que pour le batch. Spring Batch, ça fait des années que ça existe. Ça fonctionne très très bien, c'est très riche comme environnement. De l'autre côté, pour le réactif, là on voit que Quarkus, ils ont quand même un peu changé la donne, avec notamment l'utilisation de Vertex. La faute tolérance Kubernetes, et le support Kubernetes de même. Pourquoi ?
Parce que, tout simplement parce que Quarkus est né beaucoup plus récent. Ils ont basé toute leur réflexion sur le cloud. Quels sont les paradigmes du cloud pour créer un framework Java? Spring s'est adapté. Le fait, mais il s'est adapté. Donc il y a quand même une différenciation. Bon, sur le mode natif, il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà, Quarkus, c'est même eux qui l'ont popularisé, ont popularisé l'utilisation de GraalVM là-dessus, enfin, à mon avis. Et l'adoption, tout à fait, l'adoption, Spring, de par dans son ancienneté, est quand même beaucoup plus mature là-dessus et a beaucoup plus d'adoption. Sur l'avant-dernière ligne, je pense qu'il faut mettre un « no » sur le différenciateur. Il n'y a pas de différenciateur à nos yeux d'après notre vision des choses. Ok, donc en conclusion, nos conseils. Donc Quarkus offre clairement une transition élevée pour une transition facile pour les développeurs purs Java E, c'est-à-dire les gens qui développaient du JBoss, du Whitefly, du WebSphere, qui veulent aller dans le cloud, ils vont retrouver leurs petits, les API sont à peu près les mêmes, et ce qui est différent, c'est plus facile, donc c'est franchement mieux. Spring Boot, c'est naturellement une continuité pour les développeurs Spring. Et si on doit faire une comparaison aujourd'hui, on est le 1er juillet 2022, on va dire net avantage de Quarkus sur le natif et le réactif, écosystème et adoption en faveur de Spring. Et ce comparatif, alors on met plein de guillemets parce que va évoluer au fil du temps et des versions. C'est clair que là, on est dans une logique de concurrence. Il y a même 3 compétiteurs, puisqu'on n'a pas parlé de Micronaut, mais il fait aussi partie de cette catégorie-là. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ils évoluent dans le cadre d'une concurrence dont nous, finalement, développeurs Java, on va profiter. J'ai envie de dire, Spring a longtemps été tout seul, royalement, de par la facilité de développement qu'il offrait, l'expérience utilisateur. Là, on commence vraiment à avoir des alternatives un petit peu sérieuses. Nous, chez Worldline, on essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, on a un patrimoine, j'ai pas dit un passif, un patrimoine Java, à peu près 2/3 Spring et 1/3 Java E classique. Donc, nous, on envisage Quarkus comme une prolongation de nos applications Java E, parce qu'on sait que les développeurs vont être tout de suite à l'aise et vont tout de suite trouver leur marque avec Quarkus. Alors on va finir avec un sondage, même 2 sondages après, mais le premier sondage, si vous pouvez scanner, pour le coup je vais vous donner du temps. C'est pour voir un peu si ce qu'on a dit, les sujets qu'on a évoqués, on peut aider votre réflexion. Et ce que je vais faire, c'est qu'il reste 2 minutes. Je vais mettre après le deuxième, c'est juste pour avoir un feedback sur notre présentation, quoi. Et je vous montrerai après les résultats. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Ah, si. Une question ? Bonne question. Oui, la réponse est oui, mais alors je suis pas du tout expert Kotlin, donc je pourrais pas aller plus loin que ça. Mais effectivement, il supporte, ouais. Ouais. Monsieur. N'hésitez pas à nous donner un feedback sur la présentation, ce que vous en avez pensé. Il y a juste, ça prendra 10 secondes, mais vas-y, je t'en prie. Ouais. Ouais, moi, en toute honnêteté, ce que j'ai fait, c'est que genre sur Kubernetes, j'ai travaillé sur l'initial delay, quoi. Les délais, j'ai attendu un tout petit peu pour dire, là, attention, attends 20 secondes, par exemple, avant de lancer les probes, de lancer le liveness probe, le readiness probe.
Pourquoi? Parce que sinon, ton démon, il dit attention, c'est pas démarré, donc il va essayer de redémarrer, etc. Il va tourner en boucle infinie et après il va cracher. Donc j'ai plutôt travaillé là-dessus. Et de l'autre côté, côté applicatif, j'ai travaillé sur la réduction des ressources. C'est-à-dire que j'ai enlevé les autoconfigurations, j'ai fait du lazy loading et on a démarré vraiment ce qu'on avait besoin. Ah oui. Mais c'est des choses à prendre dès le début. C'est pas attendre d'aller en production ou en intégration. Il faut le faire dès le dev en fait. Dès qu'on voit que ça prend 30 secondes à démarrer, il faut se poser une question, quoi. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir compris sur, je crois que c'était sur la slide sur la partie native. Vous parliez de l'intérêt à booter rapidement et à s'éteindre aussi facilement pour redémarrer le nouveau code. Est-ce que ça s'appliquait à Spring et à Quarkus, ce commentaire que vous faisiez sur le fait que c'est plutôt destiné à des cycles de vie courts d'application? Alors, c'était une remarque qui se voulait générale. Par exemple, dans le cadre de mécanismes d'autoscaling où on va monter et descendre des instances en fonction du trafic, on a intérêt globalement que l'appli soit en Spring, en Quarkus, en Micronaut ou autre, à ce que ça allume très rapidement et qu'on puisse l'éteindre très rapidement. C'est ça l'enjeu, et c'est là où effectivement Java classique n'est pas très bon par rapport à des alternatives type Go, Rust, Node.js, où là on sait que tac, ça s'allume tout de suite, quoi. D'où l'intérêt du mode réactif en général. On a vu que Spring aujourd'hui est un petit peu à la traîne, entre guillemets, parce que Quarkus est effectivement meilleur pour le moment là-dessus. On peut penser qu'avec la prochaine version, ça va s'aligner. Et de manière générale, il y a une grosse prise de conscience dans l'écosystème Java. Il y a un projet Leiden là, qui vise justement à réfléchir à comment optimiser, en s'inspirant de ce qu'a fait GraalVM, mais pas que, ces temps de démarrage pour vraiment y répondre à cette problématique-là. On n'avait pas le problème avec les applis d'entreprise, hein, donc je m'arrête. Merci beaucoup. Merci à vous.